Bienvenue l'équipe Fils 2. Merci le people. Bienvenue l'équipe Fils 2. Merci le people. Ouais, comment tu vas? Ah, je vais bien, je vais bien. Je vais bien. L'équipe Plus 2, c'est un plaisir immense de te recevoir sur ce plateau parce qu'ils sont nombreux qui t'ont réclamé également parmi les abonnés. Et l'équipe Plus 2, vraiment, c'est toute une histoire quand même. Bah, l'équipe Plus 2, c'est toute une histoire, comme tu as dit, Thierry. Voilà. Et je pense que dans cette histoire, tu connais quand même une partie. Tu connais une partie, tu as vécu une partie. Donc, jusqu'à aujourd'hui, l'équipe Plus 2, c'est une histoire. Voilà. Oui. Et l'équipe Plus 2, parlons de cette histoire quand même. Il y a cet arbre généalogique avec la famille. Tu viens d'où pour certains qui sont en train de nous regarder là? Bah, pour ceux qui ne le savent pas, je viens de la Léquier. Bon, en fait, beaucoup ne le savent pas. Il y a beaucoup qui se disent que, à travers ma musique, que je viens peut-être du sud, il y a beaucoup qui se disent peut-être que je suis un Ewondo, mais je suis un Etone. Un Etone. Voilà, je suis un Etone, je viens de la Léquier. Voilà, donc Etone 100%. 100%. Ouais, c'est-à-dire de maman et papa. Et de papa. Ouais. Et quand on dit l'équipe Plus 2, directement on a cette famille artistique quand même. Ouais. J'ai eu cette chance-là d'être le fils d'un artiste. Ouais, Manga Luki. Voilà. Pour moi, c'est une chance. Et bon, pour beaucoup aussi, c'est une chance. Mais en même temps, ça n'a pas été toujours une chance pour moi d'être le fils d'un artiste parce que j'ai pas eu cette facilité-là dans l'introduction. Parce que justement, j'étais le fils de papa. Et quand on dit papa, il faut préciser que c'est monsieur... Ouais, monsieur Manga Luki. Voilà. Voilà, donc ça m'a certainement ouvert beaucoup de portes. Mais du côté personnel, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile vraiment. Moralement, je voyais beaucoup de jeunes qui venaient et qui avaient une facilité à côtoyer mon papa. Par contre, pour moi même, c'était difficile. Et j'ai compris qu'en fait, c'est pas ce qu'il voulait pour moi. Voilà, mais aussi, c'est ce qui m'a donné cette rage que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Donc, je dirais que ça a été une chance pour moi. Ça a été une chance. Ouais. Ah, d'accord, ça fait du bien. Et maintenant, quand même, autour de toi, on a l'aventure Délire. Ouais. Délire... à un moment, je crois que c'est Délire qui m'a donné le goût de la musique. Parce que comme tout jeune Camerounais, c'était le sport, le football. Comme tout jeune Camerounais, on rêvait déjà être comme Nicolas Nkoulou. Voilà, donc moi, j'étais certes le fils d'un artiste, mais j'étais pas vraiment galvanisé à faire la musique. Moi, je voulais... Tu n'étais pas galvanisé à faire de la musique? Non, non. À la base, c'était pas ça mon truc. Autour de moi, les gens trouvaient le talent, mais moi, ça me disait rien. Je dis, c'est à partir de Délire que j'ai eu le goût de faire la musique. À partir de Délire que j'ai commencé à penser que ça peut le faire. Parce que je voyais déjà la différence entre monter sur scène et entrer dans un stade. Voilà, la différence c'était que quand je montais, je me faisais pas mal, je me blessais pas et facilement les filles criaient. Tu vois, mais par contre, chaque fois que j'allais au stade, je rentrais certainement avec une blessure, avec la poussière partout parce qu'au départ, c'était pas le synthétique. Comme maintenant, tous les dimanches, on se retrouve. Mais au départ, c'était la terre. Voilà, c'était la terre. Donc, quand on jouait, facilement, on se blessait. Donc, c'est comme ça, quand je vais à Délire, je commence à prendre goût de la scène et du public et des filles qui aimaient. Voilà, et c'est comme ça que je commence à prendre goût à la musique. Est-ce que Délire, c'était pas juste le fait que non, ouais, je vais aussi passer à la télé, parce que ça reste un programme dans la télévision camerounaise, la CATV, un programme qui a beaucoup porté aussi. Est-ce que ce n'était pas juste l'envie de passer à la télé, être star dans ton environnement, autour de tes amis? Au départ, c'était ça. Au départ, c'était ça. Déjà que quand j'ai vu que le foot, ce n'était plus le truc avec les blessures et autres, moi, je me suis dit, je vais m'amuser. Je suis jeune. Et voilà. Il y a un grand frère qui passait déjà à Délire, qui avait organisé un concours de danse au quartier, où les 3 gagnants... Et nous sommes dans quel quartier? Messassi. Voilà, dispensaire Messassi.
Voilà, donc il a dit les gagnants, les 3 gagnants devaient passer à délire. Oui. Voilà, donc c'est comme ça que je me suis inscrit. Et puis bon, voilà, j'étais heureusement parmi les 3 gagnants. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à délire. Et puis pour moi, au départ, c'était juste pour m'amuser, pour passer à la télé. Bon, voilà. Mais après des années, je me disais déjà, voilà, ça peut se faire. J'ai commencé à penser, composer mes propres chansons. Avant de composer, quand on parle de délire, il y a cette image de Folie d'Iran. Ouais. Folie d'Iran, c'est quelqu'un qui a beaucoup influencé une certaine génération. Voilà, et je fais partie de cette génération-là. Dans Délire, on a appris beaucoup. Moi, particulièrement, j'ai appris comment gérer la scène. Aujourd'hui, il y a des choses que je fais sur scène, que c'est à partir des Délires que j'ai appris ça. À Délire, j'ai appris comment gérer sa carrière. Comment gérer la Starmania en quelque sorte. Parce que nous, quand on passait à Délire, il n'y avait pas encore beaucoup de chaînes de télé. Voilà, donc du coup, quand tu passais, on te voyait. Du coup, on avait une certaine petite célébrité là, qui faisait que quand on marchait en route, les gens nous reconnaissaient. Et à partir de là, on apprenait déjà comment gérer cette popularité-là. Voilà. Ça a bien commencé en tout cas. Voilà. Donc, et si, Délire, tu te rappelles de la première interprétation? Oui, c'était Poetic Lover. Poetic Lover. Ouais. Oh, mais c'était les Poetic Lover. Je crois qu'après ça, au quartier, c'était chaud quand même. Ah, mais dis donc, je me rappelle quand je suis descendu à genoux, j'ai déchiré ma chemise. C'est l'image qui est beaucoup plus restée dans les têtes des gens. Voilà que. Et puis, quand on sortait, en fait, le jour qu'on montrait, on diffusait l'émission, ce jour-là, on pouvait faire le tour du Cameroun à pied. Parce qu'il faut que les gens remarquent que ce n'est pas le gars qu'on a vu à Délire aujourd'hui là. Il fallait que les gens remarquent que c'est moi. Donc du coup, je me baladais. Il fallait qu'on remarque que le gars s'il vient de passer à la télé et tout. Donc du coup, c'était quelque chose de bien. Ça a aidé vraiment beaucoup de jeunes. Ça a éloigné beaucoup de certaines choses qui se passent dehors. Voilà, il y a beaucoup. Moi, par exemple, j'ai pas eu le temps d'avoir envie de faire telle ou telle chose parce que j'étais concentré sur ça. Voilà. Il fallait qu'on répète nos chorégraphies, il fallait apprendre les paroles des chansons. Donc il n'y avait pas le temps de chercher à voler ou je sais pas. Voilà. D'accord. Et nous allons faire un clin d'œil aussi à tes partenaires et amis d'enfance. Je vais parler de Moustique, Roditoni, nombreux qui sont sortis de cette école-là aussi. Ça c'est clair. En tout cas, bien des choses et nous faisons un clin d'œil une fois de plus à ce mastodonte de la culture au Cameroun, Monsieur Folie d'Iran. Que Dieu lui accorde encore beaucoup de temps sur terre pour que lui-même il vive le résultat de tout le travail qu'il a abattu. Même si aujourd'hui il est un peu souffrant. Il est un peu souffrant, mais je crois qu'il est au courant quand même du fruit de ses efforts. Voilà. Lucky plus 2. mais c'est cool quand même de savoir que c'était chaud avec les boys band, Poetic Lover et le reste. Vraiment, c'était des beaux souvenirs. Et là, directement, il y a l'envie d'entrer dans la musique. Ouais. Bon, il faut dire qu'à partir de là, il y avait déjà une certaine envie, mais c'était vraiment pas encore ça. C'était pas encore ça. Je crois que l'envie, véritablement, est venue après le concours. Après le concours Music Star. Music Star. Ouais. Et comment on vit le concours Music Star? Voilà. Après, mes trucs de délire, j'étais toujours à délire en tout cas. Voilà, les gars sont arrivés à Msassi. Ils ont installé le matos. Ils devaient faire les présélections là. C'était les présélections. Donc il y avait 30 candidats qu'on devait présélectionner. En fait, dans 30 candidats, on devait prendre, je crois, peut-être 5 ou 10, je ne me rappelle plus très bien. Voilà, donc ils avaient 27 candidats inscrits déjà, il manquait 3. C'est comme ça qu'un gars du quartier qui savait que j'avais quand même ce don-là est venu m'appeler qu'il y a les gars de brasserie qui ont installé là
Et il manque 3 candidats. Moi, si tu veux bien, tu peux aller t'inscrire. C'est comme ça que je dis, bah, pourquoi pas. Puis je me suis dépêché, je suis arrivé là-bas, je me suis inscrit. Et ce jour-là, on s'inscrivait sur Lodou Marcelin, si j'ai bonne mémoire. Lodou Marcelin, ouais, c'est chez lui que je me suis inscrit. Et puis, on a lancé le concours. Je me rappelle, j'avais les 100 confiance au pied, puisqu'on m'a pris de cours. Et c'était les présélections, donc du coup, on m'a dit, tu montes sur scène, tu interprètes une chanson d'un artiste que tu aimes bien. Et puis après, si tu peux improviser un truc de toi-même, oui. L'orchestre t'accompagne. C'est comme ça que je suis monté, j'ai interprété Mbamvoué, donc de Sitoni. Ah oui. Voilà, tout le monde était blasé. Du coup, j'ai même pas eu le temps, j'ai pas eu besoin d'interpréter ma propre chanson. Directement, on m'a dit, c'est bon, toi tu es qualifié. Et c'est comme ça que, à partir de ce moment-là, je me suis retrouvé dans le concours. Oui. Petit à petit, comme ça, là, je suis devenu l'artiste même comment je dis, l'orchestre qui nous a accompagnés. C'est comme ça que les gars, ils m'ont adopté. Je suis devenu leur artiste. Et je me suis retrouvé là où je me suis retrouvé. Ce concours qui m'a donc permis de rencontrer certains grands noms de la musique camerounaise. Voilà, et on peut citer quelques noms. Monsieur Ambroise, oui. Ouais, Tonton et Bogo, oui. Qui, grâce à ce concours, j'ai rencontré les Young Prince et Yango. Comment se sent à ce moment-là? Justement, c'est à ce moment que je commence à ressentir vraiment la vibe de l'artiste, quoi. Oui. Je commence à ressentir la vie de l'artiste, quoi. Oui. Genre, on s'occupe de toi, on te dit, bon voilà, tout ce que tu as fait, c'est chanter. Le matin, tu te réveilles, on te demande, est-ce que ça va, est-ce que tu as bien dormi, voilà ton déjeuner, voici. Je commence à comprendre que, mais ça, c'est un truc que je peux bien faire. Et en plus, je vois une facilité, pas une facilité en tant que telle, mais je vois que j'ai vraiment un don là-dedans. Et puis, c'est comme ça, au sorti de là, je me dis, je crois qu'il est temps que je prenne vraiment cette affaire au sérieux. Et là, nous sommes en 2010. Hein. Voilà, il est temps que je prenne cette affaire au sérieux. Et c'est comme ça qu'à partir de ce moment, je me suis lancé véritablement dans le monde de la musique. Le monde de la musique. Et on a Venant qui est... Oui, c'est Venant qui a arrangé qui a arrangé le premier projet. Voilà, donc mon premier album. Oui. Voilà, c'est Venant qui arrange cet album. Et le premier album qui était L'amour. Ouais, le titre de l'album c'était L'amour. Et avec le titre phare Edine, justement L'amour aussi, qui était en featuring avec Monsieur Ambroise. Ouais. Donc c'est comme ça que je me lance de manière vraie, quoi. Ouais. C'est cool le fait de voir son album qui sort ici et les années vont passer quand même. Oui, l'album n'a pas connu un succès parce que j'ai eu des soucis avec le producteur que j'avais à cette période-là. Parce que quand je sors du concours Music Star, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui dit bon voilà, je viens d'investir sur toi. Et puis, on ne s'est pas entendu sur un certain nombre de choses. Donc, j'ai mis un break. Et puis, j'ai abandonné tout l'album. Et je suis reparti voir Venant Mbeumo. Et puis, je lui ai dit, voilà, je pense que je m'intéresse à ce travail d'arrangement. Voilà. Donc, je ne sais pas, donne-moi les conditions pour que je fasse une formation sur toi. C'est incroyable quand même avec toi, L'amour, tu chantes et tout, et après, un déclic qui vient, maintenant tu veux être arrangeur. C'est quoi? C'est pour ça que je t'ai dit au départ que c'est toute une histoire ma vie. Voilà, c'est toute une histoire ma carrière. Donc du coup, j'ai dit à Venant, moi je m'intéresse à ça, donne-moi les conditions, je vais suivre une formation chez toi. Il me dit, voilà, il m'a donné les conditions et j'ai géré les conditions et puis je me suis lancé. J'ai pas fait 2 ans chez Venant, j'étais déjà un arrangeur.
oui. J'ai pas fait 2 ans. Lui-même, il était dépassé parce que j'ai trouvé certaines personnes aussi qui apprenaient là-bas et qui après sont devenus mes élèves. On peut citer quelques artistes dont tu as à cette époque-là. Ouais, quelle année 2012, 2013, 2014. Ouais, en 2012, j'ai travaillé avec Prince de Jésus. Oui. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Voilà. En cette année-là, 2012, voilà, donc il y a Prince de Jésus, il y a Belleville Linares, il y a Mado Love, il y a Moustique Charismatique qui chantait, il y a Willy le Sicilien. Moustique Charismatique qui chantait aussi. Oui, à l'époque, là, Moustique était encore vraiment engagé dans la musique. Willy le Sicilien, paix à son âme. Narcisse Price. Ouais, et quelques années après, j'ai eu la chance de travailler avec le Mollard, l'Ivoirien. Voilà, donc la liste est longue. Ils sont nombreux. Letis Diva, voilà, ils sont nombreux. Et ce qui est incroyable quand même, tu es l'arrangeur et après tu dis un soir ou un jour, tu décides de dire bon, je me lance dans mes propres, je reviens dans mes propres projets. Oui, là c'était l'influence de mes proches, comme Moustique Charismatique, qui me dit bon voilà. Tu as déjà l'amour d'arranger, l'amour de l'arrangement. Tu oublies déjà que tu es d'abord un chanteur. Maintenant, quand tu te lances seulement dans l'arrangement, tu vas laisser le talent de chanteur que tu as là acquis. Et ça, c'est un gaspillage. Il serait temps pour toi de faire la part des choses, c'est-à-dire prendre un temps pour l'arrangement et un temps pour ton don qui est le don de chanteur. Et là va naître le deuxième. Voilà, et c'est comme ça donc on se lance dans l'album le deuxième album que moi j'appelle véritablement mon premier album parce que le premier je l'ai pas vraiment, voilà, donc que j'ai baptisé Les Mélodies qui chatouillent. Les Mélodies qui chatouillent. Ouais. Les Mélodies qui chatouillent, qui n'a pas aussi connu un succès. Ouais, parce que le jour qu'on présentait, le jour qu'on devait présenter l'album, je crois que c'était 18 décembre 2015. Ouais. Je tombe malade, gravement malade, au point où on a pensé annuler carrément la sortie, la présentation de l'album. Mais j'ai dit à mon équipe, je pense que je peux. Même si je ne me sens pas bien, je vais me battre, mais je ne peux pas renvoyer cette sortie. Alors, les gars m'écoutent, on continue les entraînements. Je partais souvent en répétition, je n'arrivais même pas à faire 2 chansons parce que le truc que j'avais c'était l'angine aiguë, c'est-à-dire parler même c'était impossible. Voilà. On m'a administré un tas de remèdes, ça ne donnait pas. Mais à 2 jours de l'événement, j'ai commencé vraiment avec les prières, les répétitions, prières, répétitions, et puis le jour de l'événement, quand je monte sur scène, je fais une chanson, je fais 2 chansons, je fais 3 chansons. Tout le monde, toute mon équipe, les gars sont Wanda, mais attends un peu, comment tu fais? Donc les gars étaient dépassés. Je fais la 4e chanson, ça la 4e, mais je devais faire 8 chansons. Ça la 4e chanson que c'était plus fort que moi, mais quand même ça a donné. Ça a donné, j'ai réussi à faire 4 chansons pleines, voilà. Alors le public qui était arrivé était déjà satisfait du spectacle que j'avais livré. C'est comme ça que l'inspiration me vient. Donc, on dit tant qu'on vit, il y a toujours espoir. Alors il ne faut jamais baisser. Donc c'était pendant que j'étais sur scène que j'ai eu cette inspiration. J'ai fait la cappella question pour moi de dire à ceux qui étaient là que tant qu'il y a la foi, il ne faut jamais baisser les bras. Je pouvais bien baisser les bras avant le jour du spectacle, mais je ne l'ai pas fait. J'ai gardé la foi et j'ai fait le spectacle. Alors quand on sort de là, toute mon équipe, les gars disent que la chanson que tu as fait la cappella, la chanson là, il faut que tu entres en studio et que tu fasses cette chanson. Nous sommes comme ça en décembre, décembre 2015. Voilà. J'entre en studio et en janvier, la chanson est prête
Alléluia, la chanson est prête. Et je crois que ma première prestation avec cette chanson, c'était à la place Saint-Juré. C'était l'émission Bonne année mon président. Bonne année monsieur le président. Voilà. Je fais la prestation. Tout le monde est... Donc ça on dit souvent que... D'accord. Tout le monde était debout. Alors, je rencontre ce jour Fabien Guémot pour la première fois. Fabien Guémot qui vient vers moi après ma prestation. Guémot, réalisateur. Ouais. Qui était aussi encore à ses débuts avec Pipiou. Voilà. Fabien Guémot qui vient vers moi et qui me dit j'aime particulièrement cette chanson que tu viens de faire et je me propose de réaliser le clip de cette chanson, si tu me le permets. Vraiment, je vais réaliser ce clip et tout. Voilà, c'est comme ça que j'entre en contact avec Fabien. On réalise le clip et directement le clip sort le mois qui suivait. Et c'est comme ça qu'on abandonne l'album, les mélodies qui chatouillent, on se lance dans Alléluia, qui véritablement réveille vraiment l'équipe plus 2. Voilà, c'est à partir de ce moment que les gens commencent à se dire. Il y a beaucoup qui se disaient, c'est un gars qui vient du Nigeria, vu la tenue que j'avais dans le clip et tout, on ne connaissait pas où je venais. Donc ça a suscité... Wow, l'équipe plus 2, mais là, décidément, c'est pas facile de gérer ta carrière à ce moment, avec tout le monde qui apprécie le village, la famille. Comment ça se passe là? Il y a beaucoup plus de coups de fil maintenant. C'est vrai que les coups de fil qui viennent du côté du village, c'est toujours... Genre, quand moi je vois, il dit que Seigneur, elle veut encore quoi? Il veut encore quoi? Tu vois, donc il y a... Mais sinon, l'amour, je ressens toujours l'amour autour de moi. Quand j'arrive au village, je ressens vraiment cet amour-là qui me donne la force de continuer. Il y a ça. Voilà. Et un public qui commence à t'aimer, les fans beaucoup. qui vont naître également. C'est énorme quand même là. Beaucoup. Et le temps va passer. On a ce projet avec Label. Ouais. Voilà, ce projet qui est né du projet Alléluia, certainement. Voilà, comme je l'ai dit au départ, c'est Alléluia qui déclenche tout ce processus d'aujourd'hui. Voilà, donc le projet J'ai besoin de toi est né d'Alléluia parce que la belle, elle écoute Alléluia et puis elle me fait une vidéo et à la fin de cette vidéo, elle me dit j'aime vraiment cette chanson et si jamais un jour tu veux la reprendre, je suis disponible. Voilà, et puis moi je suis du genre à sauter sur l'occasion. Moi je suis pas du genre le jour que ça te tente. Directement j'ai cherché à contacter la belle et puis je lui ai dit ça me fera vraiment plaisir, un énorme plaisir de refaire cette chanson avec toi. Et si ça te dit, j'ai une autre que je peux te proposer. Si ça te dit, comme Alléluia est déjà sorti, on peut refaire plutôt l'autre que j'ai composé après. C'est comme ça que j'envoie J'ai besoin de toi, elle écoute et directement elle est blasée. J'ai besoin de toi, on peut revivre ça, un petit acapella. Voilà, tout le monde. Aïe, oh, j'ai besoin de toi et je reconnais que c'est toi qui donnes. Ah oui, papa, je ne peux rien sans toi. Dans ma famille, dans mon boulot, même quand je dors, tu penses à moi. Voilà. Ouais, ça c'est clair. Et maintenant, et ça va couler une fois. Voilà, ça va couler une fois. Je dis toujours, à chaque fois que j'ai l'occasion, je dis merci à Label parce que ce featuring qui a été aussi facile parce que Label, en cette période-là, était l'artiste, comme on dit souvent, l'artiste de l'heure. Oui. C'était l'artiste du moment, de ce moment-là. Voilà, et elle a accepté de faire ce feat avec moi. Elle a convaincu son équipe qui au départ voulait me déranger un peu, mais tout s'est passé de la manière la plus simple. Voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué et le tournage n'a pas été du tout facile. Parce que je voulais en venir. Oui, ça a été facile et tout, mais très souvent dans les coulisses, tu reviens toujours sur ce tournage. Ouais, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été. Autant sur ce... déjà le déplacement, le réalisateur qui a trouvé un site très loin de Yaoundé, c'est-à-dire en Konsamba. C'était ma toute première fois de me déplacer pour un tournage. Donc du coup, c'était nouveau. Voilà. Et nous sommes arrivés là-bas, tout était compliqué. Le site,
On a bien commencé. Après, il y a une première personne qui est arrivée, c'est moi, le responsable ici. Voilà, pour continuer. Voilà, il faut faire ceci, il faut donner ceci. On a donné. On n'a même pas fait 10 minutes. Un autre est arrivé. Qui vous a envoyé cela? C'est moi, le responsable ici. Voilà. Il faut ci, il faut ça. Je dis, au bout de 2 heures de temps, on a reçu 4 personnes. Et la dernière personne, c'était le chef du village, qui alors, lui, c'était encore pire. Il n'est même pas venu pour négocier, il a dit arrêtez tout. Et la belle, qui n'était pas vraiment en bonne santé, a supporté tout ça. Ouais. Elle a supporté tout ça. À un certain moment, j'étais plus liquide. C'était fort. Quand le chef est arrivé, il a dit je veux tant. Je n'avais plus d'argent. Et c'est la belle qui a sorti son argent et elle a donné pour qu'on puisse continuer le tournage. Et à un certain moment, le drone a fait ce qu'on appelle crash. Oui. Carrément. Oui. Je t'assure. Une pluie terrible. Donc il y avait un tas de trucs. Je t'assure. Quand on rentrait, le réalisateur lui-même il disait que si cette chanson ne marche pas, vraiment Lucky, c'est que tu as un problème. C'est qu'il faut aller au village et tout. Voilà. Donc franchement, c'est une chanson qui aujourd'hui m'a fait voir les réalités du showbiz et qui m'a aussi fait comprendre que on peut partir de zéro pour devenir quelque chose. Voilà. D'accord. Et c'est vrai que des chansons vont naître et directement, il y a celui qui +2 qui parfois dans des, je vais dire, autour des tables, autour des plateaux, ça se dispute beaucoup. Parfois, on a l'impression qu'on dispute le Q+2 dans des disciplines également. Le gospel, attends, est-ce qu'il est dans le gospel? Est-ce qu'il est dans... en toute sincérité, par moment, comment... on se comprend quand même dans cet aspect-là. Oui, en fait, au départ, moi, je voulais être un artiste de variété. Oui. Voilà, je voulais pas être figé dans un style de musique. Alors... je faisais cette variété-là, mais je dis toujours que moi, je n'ai pas choisi le gospel. Oui. Je dis plutôt que le gospel m'a choisi. Oui. Ouais, parce que les thèmes que j'aborde, les chansons que je sors, les messages que je véhicule vont toujours dans cette lancée gospel-là. Voilà, donc c'est le gospel qui m'a plutôt choisi. Oui. Et j'accepte avec fierté. Pourquoi? Parce que j'ai déjà cette influence-là à partir de ma grand-mère. J'ai vécu avec ma grand-mère qui était une chrétienne engagée. Oui. Voilà, donc à partir de là que vient l'influence justement du gospel. Oui. Voilà. Et je fais ça aussi facilement parce que j'ai vécu ça, oui, l'enfance. La question qui me vient à l'esprit là à l'instant, est-ce que dans le gospel il y a des codes? Est-ce que beaucoup d'abonnés qui te regardent aujourd'hui se posent certainement cette question que oui, si on parle de cela, est-ce que le gospel pour nous qui apprenons aussi, parce que nous sommes aussi là pour apprendre à travers toi. De manière, de manière naturelle. Comment je vais dire, dans l'industrie du gospel, il y a les codes. Il y a les codes, on veut que tu sois à l'image de ce que tu chantes, de ce que tu véhicules comme message. Ouais, mais ça, de manière naturelle, moi je pense pas. Oui. Je pense pas qu'il doit y avoir des codes parce que même quand on remonte dans l'histoire, les gens, tous les, je vais dire les génies qui ont eu à créer certaines choses n'étaient pas toujours des gens qu'on trouvait, comment je veux dire, personnes sensées. Oui. On trouvait toujours que c'était des fous, tu vois un peu, mais qui ont laissé des choses aujourd'hui, qui ont fait avancer, que ce soit la technologie, que ce soit, il y a un tas de choses. Comme on les appelait les sages et tout, et tout, et tout. Ça, c'est de manière naturelle. Du moment où tu commences à obliger ton corps à faire un truc, ce n'est plus naturel. Ce n'est plus ce que Dieu te donne là-bas. C'est ce que toi-même tu imposes. Et ça, moi, j'accepte pas ça. C'est pour ça que je suis un artiste gospel à ma manière. Oui. Voilà, je n'essaye pas de faire comme les autres. Oui. Je n'essaye pas de plaire à une minorité de personnes. Voilà, j'ai fait ce que Dieu me donne et je transmets ça. Et à travers mes musiques, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent sans même m'avoir vu. Et à travers mes musiques, il y a
il y a un jour un pasteur qui m'avait dit, je crois que j'étais au Palais des Sports pour un spectacle gospel, qui m'avait dit, chaque matin je prie avec ta chanson. Je ne t'avais jamais rencontré, mais avec ta chanson, chaque matin je prie. Voilà, c'est quelqu'un qui a certainement suivi des études pour être pasteur et tout, voilà. Mais qui prie avec une chanson de quelqu'un qui sort du quartier. Et ça fait voilà. bien ça. Donc moi, je suis le bangando de Dieu. Voilà, c'est comme ça. Vous allez m'accepter comme ça, là, malheureusement. Lucky Plus 2, il y aura après un enchaînement de collaborations quand même. Ouais, beaucoup de collaborations. Après Label, il y a eu Roger. Roger X Maléa, voilà, il y a eu Coco Argenté, voilà. Et Coco Argenté, ça se passe comment là? Bah, Coco Argenté, justement aussi, c'est à travers le travail, c'est-à-dire de son côté, elle trouve qu'il y a un jeune là qui vraiment bosse énormément et que j'apprécie, j'aimerais bien faire quelque chose avec lui et apporter un plus à sa carrière. C'est comme ça qu'elle m'a contacté, je suis allé, elle m'a dit voilà ce que j'ai envie de faire, je vais faire un son avec toi mais j'aimerais que c'est toi qui composes la chanson parce que j'aime ta manière de composer. Et ça aussi j'ai trouvé ça, j'ai trouvé beaucoup d'humilité à ça parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas cette humilité là de dire voilà je veux faire avec toi mais j'aimerais que c'est toi qui fasse ça. Donc c'est comme ça qu'est née la collaboration avec elle et c'est une chanson que beaucoup de personnes aiment. Voilà. Après Coco Argenté, il y a eu le père JP Mélodie. Voilà. Là, parce que comme je disais, j'essayais toujours de sortir. Hein. C'est-à-dire, moi, je n'étais pas du genre rester figé gospel, mais maintenant, j'ai vraiment envie de me caser là-dedans. Genre, si quelqu'un veut faire un feat avec moi, qu'il fasse une chanson gospel. Voilà. Donc après, il y a Avero Jazz. Avero Jazz, il y a beaucoup d'artistes qu'on ne connaît pas. Voilà. Et également des collaborations et des prix aussi. À certains moments, est-ce que par moment, quand on t'appelle aujourd'hui, on te dit tu es nominé dans telle catégorie, dans tel concept. Aujourd'hui, comment tu te sens? Est-ce que tu dis ah oui, d'accord? Bah, on n'est jamais satisfait de ce côté-là. Quand on travaille, on aime toujours entendre qu'on est nominé. Ça fait comprendre que le travail porte ses fruits. Voilà, même au niveau de mon équipe. Parce que moi, je peux bien me foutre de ça, mais mon équipe, ils aimeraient bien entendre que notre artiste est nominé. Ça fait comprendre que le travail qu'ils font ne dort pas, voilà, et tout. Donc, il y a toujours cette soif-là au niveau de mes fans qui veulent toujours, qui attendent toujours le Canal d'Or, qui n'ont jamais reçu jusqu'à aujourd'hui. Et à chaque fois, ils sont toujours déçus. Comment ça se fait qu'il ne soit pas nominé? Comment? Bon, moi-même, je ne peux jamais répondre à cette question. Ça vient comme ça vient. Je ne sais pas, mais un jour, tout ça, moi je dis, j'évolue avec la volonté de Dieu. Je ne vais jamais aller faire bon, je vais jamais aller faire un truc bizarre pour faire plaisir à mes fans. Genre, voilà, il me faut à tout prix un Canal d'Or. Donc du coup, il y a une condition, ou bien je ne sais pas, non. Je ne vais jamais faire ça. Donc vous allez rester patient et le Canal d'Or viendra le moment. Voilà. D'accord, ça veut dire qu'ils ont été quand même frustrés par moment. Par moment, oui, et j'ai compris ça, moi aussi, mais c'est juste parce que je fais confiance à ce que je fais. Et toi, à un moment quand même, durant toute cette carrière, la musique au Cameroun, aujourd'hui tu représentes également, tu es un digne ambassadeur de ton pays à travers la musique dans le monde entier. Est-ce que il y a eu des moments de frustration? Est-ce que par moment tu as dit non, attendez un peu là, parce qu'il y a la naissance de ton propre label, Talent Sauvage. Est-ce qu'à un moment c'est dû à beaucoup de frustration aussi? Je crois que la naissance du label c'est beaucoup plus parce que j'ai toujours eu cette envie de tenir la main aux plus jeunes aussi. Voilà, et j'ai toujours compris qu'en étant propriétaire d'un label, c'est plus facile. Parce que si tu tamponnes peut-être un jeune qui a du talent mais qui n'a pas l'argent, pour l'aider, il va falloir que tu l'amènes dans un studio et là tu vas dépenser, il faut. Par contre, si tu as ton propre label,
là, c'est déjà un coup, Oui. un coup amorti. Voilà, donc du coup, c'est par là que j'ai... Bon, c'est vrai qu'il y a des frustrations au départ. Au départ, pour entrer en studio, c'était pas toujours facile. Oui. C'était pas toujours facile. Parfois, tu pouvais aller même pendant une semaine, tous les jours, tu arrives là, tu squattes là dehors, tu rentres et puis on te dit reviens demain. Donc du coup, ça n'a jamais été facile. Mais ça a frustré un peu, mais c'était pas trop ça. C'était pas trop ça. C'est pour essayer d'aider aussi ceux qui sont plus jeunes. Voilà. D'accord. Les années vont passer et il y a ce projet qui est incroyable à travers son titre déjà, Volte-Face. Ouais. Volte-Face, déjà parce que Volte-Face, le nom Volte-Face, c'est pour faire comprendre déjà à mes fans et à tous ceux qui ne sont même pas mes fans, mais qui me connaissent, la différence entre le Lucky Gangsta et le Lucky Gospel. Voilà, parce que beaucoup ne comprennent pas. C'est pour ça que j'ai dit je suis le Bangando de Dieu. Volte-Face parce qu'il y a justement ce visage gangsta que beaucoup de personnes jugent sans connaître l'autre côté de moi. Voilà, donc à travers l'album Volte-Face, j'ai envie d'exprimer un peu ces deux côtés-là. D'accord. Voilà. Volte-Face, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cet album? 90% gospel. Oui. Ouais, 90% gospel. Et 10% des chansons à thème, comme je sais bien le faire. On peut avoir des esprits, je vais dire du nombre des titres. 16 chansons. 16 chansons avec beaucoup de featuring. Et comme moi j'ai ma vision c'est ramener le gospel hors de l'église. C'est-à-dire faire sortir le gospel hors de l'église. C'est un peu ça. C'est vraiment un combat chez toi là. Voilà, c'est un combat. Raison pour laquelle la majorité des artistes qui sont en featuring avec moi, c'est pas des artistes gospel. D'accord. On va retrouver qui? Dans l'album, il y a Ténor, il y a Magasco, il y a Kopo, il y a Tim Kaiser, il y a Ismo Lorapolo, il y a Mr. Pogol. Tu vois que des artistes qui n'ont rien à voir avec... Toi, on avait dit, tu étais tu quoi. Voilà, je suis le Bangado de Côte. Voilà. Incroyable. Donc c'est un peu ça. Oui, et déjà il y a un projet qu'on écoute en ce moment. Oui, il y a le projet Il est bon, qui est là justement pour annoncer... moi j'aime bien quand tu chantes aussi. Ouais. Il est bon, 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 bon. Il est bon, 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 bon. Il est bon, 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 bon. Il est bon, yeah. Il m'a montré, c'est lui mon papa. Il est toujours près de moi quand l'ennemi me combat. Il m'a montré, c'est lui mon papa. Il est toujours près de moi quand l'ennemi me combat. Yes. Voilà. Mais très cool quoi. Volte-Face, qu'on va inviter également, pourquoi pas les fans découvrir, aller s'abonner aussi à ces projets-là, parce que c'est très important. Et aujourd'hui, les parents peuvent être très contents. J'imagine papa, monsieur Mangaluki. Ouais, ben aujourd'hui, il est content. Il est content. Et on a vu une image aussi au Palais des Sports. Ouais. Papa qui est en train de chanter. Ouais. C'était là mon papa qui chantait et mon papa qui était couché aussi. Parce qu'il faut le dire, Kodo Sitoni, c'est mon idole. C'est celui-là qui m'a fait aimer la musique. Voilà. Et heureusement, mon père n'a jamais trouvé un problème à ça. Être mon papa artiste et que moi je sois plutôt fan d'un autre artiste. Voilà. Donc du coup, ça a toujours été mon idole. Donc ce jour-là, j'étais en face de mes deux parents. Un qui était couché et l'autre qui était en train de chanter pour lui. Voilà, donc c'était un moment très émouvant pour moi. Oui. Lucky Plus 2, ça se ressent à travers les commentaires, les abonnés qui n'arrêtent d'écrire. Et là, nous allons sortir de ce partage et le message. Ben, le message est comme à chaque fois. Comme à chaque fois, je dis toujours à mes fans, vous n'êtes pas... comment je vais dire? Vous êtes tombé sur le meilleur artiste. Donc si vous êtes fan de Lucky Plus 2 aujourd'hui, vous n'êtes pas trompé. Vous êtes mes fans et moi je suis votre artiste. Vous m'aimez et je vous aime aussi. Alors je vous prie de rester toujours avec moi
et vous ne serez jamais déçus. Voilà. Donc, beaucoup de choses arrivent. L'album Volte-Face arrive. Beaucoup de chansons, beaucoup de featuring dans cet album. Restez toujours connectés sur les pages, la chaîne YouTube, la page Facebook, TikTok et tout le reste. Et je vous aime gros comme ça là. Je vous aime gros comme ça là. Donc on est ensemble. Ciao.